Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Cette partie est consacrée aux dossiers spéciaux réalisés par nos correspondants déployés sur le continent africain. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Abdoulaye Fall, consultant en informatique, de Gratien Rokindi-Kiza, éditorialiste, et de Lucien Pambou, éditorialiste également. Voici le dossier du jour. Dossier qui concerne le développement des TIC, les technologies de l'information et de la communication en Afrique, qui ont de facto favorisé l'émergence de l'enseignement à distance, des universités dites virtuelles. Chaque année, elles permettent à des élèves du continent d'obtenir des diplômes et certifications sans avoir à se déplacer. Et ce phénomène est en pleine expansion. Reportage de Narcisse Ndoumbé, notre correspondant au Cameroun. Le développement des technologies de l'information et de la communication permet aux pays africains d'explorer de nouveaux horizons. Dans le domaine de l'éducation, l'utilisation d'Internet et autres réseaux télématiques ont favorisé l'essor d'un nouveau type d'enseignement, surtout dans les milieux universitaires. L'enseignement supérieur franchit ainsi un nouveau cap, celui de l'enseignement à distance. Créée en 1997, l'UVA, l'Université virtuelle africaine, fait figure de doyenne. Aujourd'hui, cette structure intergouvernementale panafricaine compte plus de 26 centres répartis dans plus de 20 pays. À côté de cette structure, de nombreuses autres ont été mises en place. Le Cameroun, par exemple, compte 2 universités virtuelles, fruit de la coopération avec l'Inde et l'Union africaine, pour un investissement de plus d'1,5 milliard de francs CFA. La première, créée en 2008, est nationale et la seconde, qui date de 2010, appartient à la sous-région Afrique centrale. Elles sont hébergées par la doyenne des universités du pays, celle de Yaoundé 1. Le développement de ces établissements répond à un besoin, celui de favoriser l'accès à l'enseignement supérieur à tous. Vu l'augmentation du nombre de bacheliers dans notre pays, on ne peut pas toujours maintenir cette politique de dire que tous les bacheliers vont entrer à l'université et suivre ce qu'on appelle des cours présentiels, c'est-à-dire être en amphithéâtre devant un professeur. Les nouvelles technologies permettent de dérouler un enseignement tout à fait correct alors que l'étudiant n'est pas à l'université. Nous avons près de 60 000 étudiants à l'université Yaoundé 1. On ne peut pas continuer à accueillir des étudiants sur le campus. Il faudrait réussir à leur offrir des formations hors du campus. Maintenant, ceux qui sont sur le campus, il ne serait pas nécessaire de les confiner absolument dans un même lieu pour qu'ils suivent des cours. Ils pourraient très bien être dispersés dans le campus et être capables de suivre les cours. Selon les responsables universitaires, l'impact de l'introduction des formations ouvertes et à distance est indéniable, vu les nombreux avantages qu'on en tire. Tout le monde connaît que l'accès à l'école polytechnique n'est possible qu'à 10% de candidats. Donc, prenons l'exemple des candidats qui veulent apprendre les télécommunications ou l'informatique. Eh bien, cette offre de formation à distance leur donne une deuxième chance d'acquérir ces formations grâce à ce mode de formation à distance. Je venais de vous dire que les masters en télécommunication, par exemple, est suivi par des étudiants de la quasi-totalité des pays francophones d'Afrique. Présente dans une centaine de pays, l'Agence universitaire de la francophonie met à la disposition des 800 universités partenaires ses campus numériques. Ici, étudiants et professionnels ont accès à des formations qui ne sont pas toujours disponibles dans les universités du pays. Une opportunité de plus dans leur carrière. Nous avons par exemple 60% chaque année environ, 60% dont des publics inscrits à nos formations à distance qui sont des salariés. Donc elle permet à ces salariés notamment, après avoir été diplômés, si c'est le cas, de voir leur situation au sein de leur administration ou au sein de leur société évoluer. Donc un impact que certains d'ailleurs ont témoigné ici, à l'occasion des cérémonies de remise de diplômes ou d'attestation de réussite,
c'est que ces diplômes-là obtenus par la formation à distance leur avaient permis de progresser dans leur carrière. Ces campus numériques font également partie du dispositif d'échange entre les universités virtuelles de certains pays et leurs étudiants basés à l'étranger, notamment lors des évaluations. Pour donner des chances de réussite à l'université virtuelle qu'elle vient de créer, le Sénégal a lancé l'opération « Un étudiant, un ordinateur ». L'État promet un soutien financier de plus de 50% dans l'achat des ordinateurs que les étudiants espèrent recevoir dans un proche avenir. Côté camerounais, l'accent est plutôt mis sur la formation du personnel. Chaque mois, un groupe de 60 enseignants suit 3 sessions de formation visant à renforcer leurs compétences aussi bien dans l'élaboration des cours en ligne que dans la maîtrise des TIC. Malgré ces efforts, beaucoup reste encore à faire pour rendre les universités virtuelles africaines plus attrayantes. En ce qui concerne les universités virtuelles du Sénégal, c'est des choses aujourd'hui qui ne sont pas adéquates aux réalités sénégalaises. D'autant plus qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, il y a 2000 nouveaux bacheliers qui ont été orientés dans ces universités, mais jusqu'à présent, ils ne parviennent pas à faire cours. Ils ne savent même pas où aller. Donc ces choses-là doivent être révisées et le ministre doit prendre des mesures idoines, drastiques, afin que cette situation puisse se décanter le plus tôt possible. Au moment où nous parlons, ces gens-là ne maîtrisent pas l'outil informatique. La qualité de la connexion, souvent, nous pose énormément de soucis. Et de même aussi, quand vous avez des devoirs à rendre et que vous êtes sur le plan local et à coupure d'électricité, vos camarades qui sont dans les pays où ils n'ont pas ce problème d'électricité, ils vont déposer leurs devoirs à temps. Et après, chaque fois, on sera en train, derrière l'enseignant, de lui demander comme quoi, attention, j'ai eu un souci de connexion, voici. Comparé à l'enseignement traditionnel, des précautions nécessaires doivent être prises pour rendre l'enseignement à distance compétitif, selon certains spécialistes. L'idée virtuelle est là, mais la proximité entre l'enseignant et l'étudiant est incontournable. Quand c'est le cours théorique, la distance est là, mais quand il s'agit de pratiquer, évidemment, la proximité entre l'apprenant et le professeur doit être maintenue. Si ces 2 critères fondamentaux sont respectés, le produit de l'enseignement à distance vaut le produit de l'enseignement classique. Pour d'autres, l'introduction du virtuel dans les systèmes éducatifs est une chance pour un développement rapide du continent africain. C'est l'université de demain. Je crois que depuis plusieurs années, on est persuadé qu'en Afrique, il faut aller vite dans le cadre de la formation. Il faut faire en sorte que la formation puisse porter le développement, comme c'est le cas dans les pays émergents, et que cela passe effectivement par une autre conception du volet de la formation. Et les autorités publiques sont en train de parler de réforme du système d'enseignement supérieur. L'idée donc est de faire en sorte qu'on ait un système d'enseignement articulé vers la prospective, articulé vers l'avenir, articulé vers le futur, qui permet à nos sociétés d'aller vite vers le développement économique et social. Chaque année, des milliers d'étudiants africains frappent aux portes des universités virtuelles basées dans leur pays ou ailleurs. Depuis l'introduction de l'enseignement à distance sur le continent en 1997 par l'UVA, l'Université virtuelle africaine, ils sont plus de 40 000 à avoir décroché leur diplôme et certification. Alors Lucien, vous êtes plutôt enthousiaste face à ce qu'on vient de voir concernant les universités virtuelles ou vous avez quelques bémols? Marie-Angèle, le reportage est assez équilibré dans la mesure où il met à la fois en évidence les avantages et les inconvénients. Restons d'abord sur le phénomène des avantages. En effet, quand on écoute M. Djibril, dans son exposé, il dit en effet il faut que l'Afrique s'adapte rapidement à l'évolution du monde, bien entendu, et que l'enseignement à distance en utilisant les TICs doit être un élément important. Bien. L'évolution du monde et même son évolution elle-même. Et même son évolution. Sauf que, en effet, donc il y aurait des avantages. Mais ces avantages, ce que le reportage ne dit pas, mais c'était pas l'objectif du reportage. Hein, je fais dire au reportage. Dites-le alors. Donc oui, il y a des problèmes. Pourquoi on arrive effectivement à cette situation? Parce que ce qu'aurait dû dire le vice-recteur de Yaoundé 1, M. Emmanuel Tony, à savoir que la vétusté, effectivement, des locaux, l'incapacité des autorités publiques à recevoir une population démographique scolaire étudiant qui augmente, et puis les professeurs formés concrètement face à cette explosion démographique font défaut. À partir de là,
Ça a été souligné tout de même dans le reportage. Oui, ça a été peut-être pas dans ce souligné. cas-là, mais oui, en à général. partir de là, effectivement, on apporte l'informatique comme une espèce de cosmétique, une réponse à moyen terme, bien entendu, mais dont on espère que ce sera du long terme. Pourquoi? Une réponse à l'urgence aussi. Oui, à l'urgence, mais l'urgence ne fait pas, je dirais, la fin d'un système ou d'un processus. Alors, quel est le problème qui est posé? Le problème qui est posé, c'est que cette université, effectivement, virtuelle africaine, l'enseignement à distance, bien entendu, aujourd'hui on en parle en 2008, mais d'abord c'est une initiative de la Banque mondiale. Oui. Initiative de la Banque mondiale, elle a été créée en 97 et il y a un Burundais, bien entendu, monsieur Étienne Bantimba Bara, pardon, je prononce mal le mot, Amgé, effectivement, qui a été à l'initiative, bien entendu, de cette, comment dirais-je, de cette formation-là. On la trouve beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. Oui, c'est ce qu'on allait souligner, effectivement. Anglo-saxons et qui est en train de venir aujourd'hui dans les pays francophones. Bon, d'abord parce que dans les pays anglo-saxons, les choses sont beaucoup plus pragmatiques que dans les pays francophones. Bon, même si dans les pays francophones, vous avez des éléments absolument importants. Alors, quand on va beaucoup plus loin, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en effet, malgré les avantages, il y a des problèmes qui restent quand même. D'abord, il faut disposer effectivement des établissements multimédia pour pouvoir repiquer. Il faut former les enseignants, bien entendu. Et 3, il faut former les enseignants. Il faut introduire des éléments de coopération entre enseignants et étudiants. Monsieur Lamine Gueye dit dans son reportage que, à mon avis, il faut articuler. Oui, mais l'articulation, c'est qu'à partir du moment où on a un système Internet, ça ne vient que dans l'explication, on gagne du temps. Alors, Gratien, et vous, alors qu'est-ce que vous en pensez? Il faut savoir que les frais de scolarité, parfois, sont plus compétitifs lorsqu'il s'agit de e-formation. Est-ce que cet enseignement est tout de même handicapant? Parce qu'on connaît déjà la formation à distance dans le passé. Cette formation-là, est-ce qu'elle peut être considérée comme étant équivalente à une formation classique? Oui. Et la formation est équivalente à une formation classique. Tout dépend comment elle est organisée. Avant, déjà, il y avait l'enseignement à distance. Les gens recevaient des copies, faisaient étudier, envoyaient, faisaient des devoirs. Mais ça avait tout de même un peu moins de valeur que... Oui, mais aujourd'hui, il y a des gens que... Moi, je connais des gens qui ont suivi des formations en informatique assez pointues à travers e-formation. Quelqu'un qui se trouve dans un pays africain, suivant une formation qui vient du Canada, et aujourd'hui, qui est un homme vraiment recherché dans la sous-région, je vous dirais même le Burundi, le Rwanda, et qui s'est très bien formé. C'est-à-dire qu'il y a un manque au niveau de l'Afrique, il y a beaucoup de compétences qui manquent. Il y a les universités, on a parlé d'autres choses, de disponibilité des profs, mais il y a des universités qui n'ont pas de professeurs dans les secteurs pointus, surtout l'informatique, la télécommunication, beaucoup de choses qu'on peut acquérir à travers Internet. Il y a des formateurs, des professeurs qui sont de renommée internationale, qui peuvent les former. On n'a plus besoin de se déplacer. On n'a pas besoin de se déplacer. Il y a les problèmes de bourse et les États ne sont pas assez riches pour payer les bourses de plusieurs personnes. C'est qu'on forme les gens à travers Internet. Les gens qui ont été formés, certains, vont aider à former les autres qui sont restés au pays. Alors, Abdoulaye Fall, vous êtes consultant en informatique, donc vous êtes bien placé pour nous dire, selon vous, la valeur de ces diplômes, leur importance. Est-ce qu'il faut qu'ils soient couplés avec, on le disait, de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique? Dites-nous un peu votre point de vue sur toutes ces questions. Merci. Je pense que pour le continent africain, en tout cas, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je pense au niveau des universités virtuelles. Peut-être dans certains pays anglophones, il existe des universités virtuelles, mais que moi, je juge que Internet est un outil formidable, un outil excellent, dont on a besoin. Mais le problème, c'est que moins d'un Africain sur 3 a une connexion. Je pense que c'est déjà handicapant. Je pense qu'il y a des problèmes qui sont à résoudre en amont, notamment, effectivement, qu'Internet ne soit plus un luxe. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire, quelqu'un qui a faim, quand on lui donne du chewing-gum, effectivement, ce n'est pas assouvir sa faim. Et donc, nous avons ce problème-là qui est un problème de matériel, qui n'existe pas. Les États ne subventionnent pas. Si je prends le cas des États francophones, si je prends le cas du Sénégal dont je suis issu, très peu de gens ont un ordinateur. Effectivement, les connexions coûtent cher.
Le taux de transfert, quand on regarde au niveau du débit, il est assez lent. Si vous voulez télécharger du 20 mégas avec les micro-coupures, vous n'arriverez jamais. Ça m'arrive assez souvent, en étant électroménager, de vouloir télécharger quelque chose qui serait de l'ordre de 20 mégas. Effectivement, je n'arrive jamais à me connecter, à pouvoir récupérer effectivement ces 20 mégas. Mais on se trouve dans une situation délicate, c'est-à-dire entre l'étudiant qui n'a pas de cours dispensés parce que cette formation n'existe pas sur place et celui qui va pouvoir avoir accès à ces cours, mais avec une connexion un peu plus lente. Ce que je dis, c'est que si je prends le cas de la France, où j'ai fait mes études, on est passé par des universités populaires. Il y en avait qui allaient à l'université, d'autres qui allaient au niveau du CNED, d'autres ils utilisaient le système Éducatel. Et ce sont des systèmes qui marchaient, ce qu'un des recteurs disait tout à l'heure. Effectivement, on recevait des cours par Internet, mais les TD, même le CNAM, les TD se font le samedi et le dimanche. Vouloir passer d'un cap, pratiquement de rien à aller aux extrêmes, je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Est-ce que ça fait un peu la problématique de l'Afrique tout de même, justement, d'être confronté à ce type de situation? Effectivement, c'est un problème, moi je pense, qui doit être résolu avec au niveau de l'éducation de base. Parce qu'effectivement, si on prend le cas d'un élève qui est en classe de CP ou en classe de CE2, il y a une initiation à l'informatique. Je rencontre des gens qui sont des ingénieurs, je ne les sous-estime pas, mais effectivement, quand il est question d'être devant eux, de poser une question, ce sont des gens qui ont reçu en Afrique une éducation en informatique, mais éducation effectivement qui font que quand ils viennent en France étudier, ils ont des lacunes énormes. Parce qu'effectivement, on est à la ramasse. Mais justement, là, l'occasion leur est donnée à ces étudiants africains d'avoir des cours de qualité. Vouloir rattraper le train en un jour ou en une année ou en une décennie, je pense que c'est ce que j'appelle mettre la charrue avant les bœufs. Mais est-ce que c'est pas vouloir tout de même rattraper le train? C'est pas l'intention qui compte? Oui, Marie-Angèle, mais Monsieur Abdoulaye Fall est dans la réalité. C'est-à-dire qu'entre l'afro-pessimisme qui était dans les années 60, l'afro-optimisme, Monsieur Fall, merci Monsieur Fall, merci beaucoup. Vous êtes dans ce que j'appellerais l'afro-réalisme. C'est-à-dire que on nous présente l'Internet comme, effectivement, le monde nouveau pour l'Afrique, effectivement, qui va se développer. Sauf que, Monsieur Fall, en tant que praticien, c'est ça, justement, il faut remercier Africa 24, justement, de convoquer des praticiens sur le plateau, parce que eux, au moins, ils sont au contact avec la réalité par rapport à nous, éditorialistes, ignorants et bavards. Et Lucien, s'il vous plaît, allez au fond de votre remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en effet, globalement, que M. Fall pose des questions réelles. 1, le problème de la formation. 2, le problème de la connexion au débit. Donc lié à la fibre optique, lié à la disposition des matériels. C'est-à-dire que l'impression, Marie-Angèle, quand je dis cela, c'est pas de façon provocatrice, je le dis, c'est-à-dire qu'on présente en effet l'Internet comme un modèle qui va sauver l'Afrique, effectivement, de tous ces maux. C'est complètement faux. C'est que derrière l'informatique, regardez ce pays dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la France. Si c'était le cas, eh ben, les problèmes de croissance, le problème de crise seraient résolus. Mais qui présente Internet comme étant la solution qui va régler les problèmes de l'Afrique? Si, par exemple, ce type d'initiative n'était pas prise, vous auriez été le premier, Lucien, à dire sur ce plateau qu'il faudrait encourager la formation à distance, par exemple. Oui, il faut encourager, mais ne pas en faire l'alpha et l'oméga, effectivement. Mais est-ce là l'alpha et l'oméga du développement? Mais quand vous lisez les revues, quand vous écoutez les gens, ils vous disent aujourd'hui l'Afrique c'est l'Eldorado, bien sûr, mais sauf que aujourd'hui, il ne faut pas embrouiller, comme on dit vulgairement chez moi, Congo-Brazzaville, la tête des gens. Il ne faut pas les embrouiller avec des images fausses. Monsieur Fall dit quelque chose de très vrai, à savoir, oui, l'informatique, très bien, oui l'Internet, formons les gens. Adaptons nos réalités à cette informatique. C'est ce qui est fait, là. Les professeurs, on l'entendait, sont formés. Les élèves ils ne le sont pas, Marie-Angèle. Non, vous pouvez pas dire ça. Mais ils sont en train d'être formés. Ils sont en train d'être formés. Donc, nous sommes dans un processus... Et certains l'ont déjà été. Oui, nous sommes dans un processus en évolution. Il ne s'agit pas, je ne veux pas ici faire le rabat-joie, mais je veux simplement être dans ce que j'appellerais l'afro-réalisme. Est-ce que là, vous n'êtes pas un peu dans l'afro-pessimisme tout de même? L'afro-réalisme, non. Je vais laisser la parole, effectivement, à Gracien, qui va être dans l'afro-optimisme, mais je suis dans l'afro-réalisme. Écoutez, Lucien a sous-entendu que vous alliez être dans l'afro-optimisme, on espère. Je suis dans l'afro-réalité. Allez-y, dites-nous rapidement. La fibre optique, même en parlant de la France, la fibre optique en France n'est pas partout, aujourd'hui. Elle n'est pas partout. Et en Afrique, elle commence à entrer dans plusieurs pays, dans plusieurs ménages.
Et la fibre optique qui est en France, qui est en train d'arriver en France, est la même fibre optique qui arrive en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a la même connexion. Les fibres, c'est la même chose, la même taille. Et on voit bien, Internet a fait des révolutions en Afrique. Je peux dire une partie au moins de l'Afrique que je connais, au moins la partie de l'Afrique de l'Est et la partie de l'Afrique anglo-saxonne, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda. On voit bien beaucoup d'emplois qui se créent, beaucoup de services aussi qui se créent. Il y a beaucoup de gens moi je connais personnellement, des gens qui ont été formés par Internet, qui n'ont pas été à l'étranger pour être formés, qui avaient Internet, qui sont formés avec le Canada et qui sont vraiment de qualité, qui sont très pointus, même s'ils venaient ici. C'est-à-dire qu'ils ont eu des profs, ça donne des résultats. C'est le début, on ne peut pas demander à ce qu'Internet règle les problèmes de l'Afrique, mais nous voulons qu'Internet nous aide à évoluer. Merci à vous, c'est la fin de ce débat. Nous allons rappeler les principales informations que nous avons traitées en première partie d'émission. Karim Wade, l'ancien ministre sénégalais et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, sera jugé au Sénégal à partir du 31 juillet pour enrichissement illicite devant une cour spéciale. Mais avant cela, la plainte pour détournement de fonds publics déposée en France par l'État sénégalais vient d'être classée sans suite par le parquet financier. En Mauritanie, samedi, aura lieu une élection présidentielle. 5 candidats, dont le président sortant, brigue la magistrature suprême. La campagne électorale prend fin jeudi. À suivre dans quelques minutes l'actualité économique du continent, de l'Angola, du Maroc et de la Côte d'Ivoire. 3 sujets au cœur de nos débats dans l'Africa Newsroom. À tout de suite.